la Constitution canadienne. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. LCN. 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On a de la matière aujourd'hui, toute une rentrée parlementaire quand même mouvementée. Il y a beaucoup d'actions. Et là, dans les dernières minutes, le Parti québécois qui est allé de son plan de match, finalement, de sa stratégie. Là, on n'attendra pas le dépôt d'un projet de loi. Déjà, on dit que c'est pas un ultimatum, on parle de main tendue, mais disons qu'on dit à Nathalie Roy, il faudra trouver une solution autrement. Nous, jeudi, on essaie de rentrer. Écoutons tout de suite Paul Saint-Pierre Plamondon. On a décidé de ne pas faire de coup d'éclat aujourd'hui. On va donc fixer à jeudi matin le moment où les trois ensemble, on va se diriger vers le Salon Bleu, puis on va demander d'y rentrer. Donc, le coup d'éclat est remis, c'est ce qu'on comprend? Ouais, bon, d'abord, je pense que c'était correct. Je pense qu'ils ont fait une lecture ou un jugement qu'aujourd'hui, ça aurait eu l'air de faire un peu du spectacle. Un. Deux, ils étaient un peu coincés parce que tant que Nathalie Roy... Mettons qu'ils se présentent. Nathalie Roy n'est pas encore élue. Là. C'est un processus qui a eu lieu sur place après-midi. Elle a pris quelques minutes à élire la nouvelle présidente. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était forcément la sergent dame sur place, c'était forcément en position de mettre en vigueur la décision de l'ancien président de François Paradis. Et elle était très claire. Là. Ça n'a pas plu au Parti québécois, mais François Paradis avait rendu une directive qui était très claire qu'en ne prêtant pas le plein serment, les deux serments, il ne pouvait pas siéger. Ouais. Donc, on peut penser qu'on leur aurait demandé de quitter. Bon, ça aurait fait un peu de comme on dit, d'espèce de petite scène un peu théâtrale. Donc, le PQ a voulu éviter ça. Je pense que ça, c'est bien. Je pense que c'est correct là, qu'ils aient évité un peu de faire ce qui aurait pu apparaître comme du mauvais théâtre, là, quand tu connais déjà la suite, puis tu te fais expulser, mais en sachant que tu vas te faire expulser. Ouais. Bon, pour jeudi, maintenant, là, ils demandent une décision à la présidente Nathalie Roy. Sincèrement, c'est pas comme si on pensait que François Paradis a décidé ça, tu sais, qu'il lit la Constitution canadienne, puis il interprète ça à l'œil un peu, tu sais. D'après moi, là, je vais interpréter ça qu'ils peuvent... Tu sais, il s'est basé sur des textes, des centaines de pages de textes, de jurisprudence. Et Paul Saint-Pierre Plamondon s'appuie beaucoup sur une série d'universitaires qui sont des universitaires de très haut niveau, des gens, la plupart souverainistes, mais des gens... loin de moi de l'idée de mettre en doute le calibre de ces gens-là. Mais le droit parlementaire de l'Assemblée nationale, Marianne, c'est assez conservateur. Ça se base pas beaucoup sur les penseurs de toutes les universités. Ça se base sur une espèce de tronc commun, d'une continuité. Ça évolue lentement à travers le temps, mais c'est un droit qui est assez conservateur. Et donc, jusqu'à maintenant, ce droit-là, sur la question du serment, quand la question a été posée, c'est vrai qu'il n'a jamais été testé aussi fort que par les députés du PQ. Mais quand la question a été posée, quand des experts se sont prononcés, moi, je les ai lus, les textes, Marianne, ils sont sans la moindre ambiguïté. Là. Sans ambiguïté. La décision de François Paradis, c'est ça le texte, c'est si tu ne prêtes pas les deux serments, tu ne sièges pas. C'est ce qui est inscrit dans la Constitution canadienne. On peut penser, nous, que c'est archaïque, c'est dépassé, c'est d'une autre époque, ça n'a pas d'allure, c'est pas croyable que ça soit encore là dans les textes. Mais c'est ça le texte. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment est-ce que Nathalie Roy pourrait s'en soustraire. Bon, il y a quelques constitutionnalistes, par exemple le professeur Patrick Taillon, qu'on reçoit de temps en temps à LCN, qui lui avançait sur des espèces de pistes de compromis, il disait exemple d'un compromis. Qu'on puisse leur donner accès au Salon Bleu, mais que dans le respect de la Constitution, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont comme pas des vrais députés. Ils sont des... Ils auraient le droit d'assister, peut-être même le droit de parole. Ça serait à voir. Mais en tout cas, leur vote ne serait pas comptabilisé. Donc, quand on vote sur un projet de loi, on compterait 122 votes, pas 125. Les députés du PQ pourraient dire, bien ça, on s'en fout. De toute façon, à 3, on ne gagnera pas de vote. Là. Le gouvernement est majoritaire, il y a 90 votes. Le PQ ne fera pas pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Là. Ils ne gagneront jamais de vote, fait que ça serait peut-être pas... Donc, est-ce qu'on pourrait aller vers des compromis? Moi, j'en doute. Moi, je pense que la présidente va redire demain ou jeudi matin la même chose que ses prédécesseurs. Il faut prêter les serments. Elle va probablement redire que si l'Assemblée adopte un projet de loi ou si l'Assemblée elle-même veut changer ses procédures, elle peut le faire.
Mais là, ça, c'est le temps d'adopter un projet de loi et c'est là que le PQ est un peu piégé. Gabriel Nadeau-Dubois a retourné le fer dans la plaie ce matin aux péquistes en disant, ben, tu sais, on peut pas laisser les autres. Quand on veut changer le cours des choses, il faut être là, il faut être présent, pas laisser les autres le faire pour soi. On comprend que ça, c'était une petite pointe au PQ pour dire, nous, Québec solidaire, on a pilé sur notre orgueil, on a prêté le serment. Donc maintenant, on siège à l'Assemblée et on peut faire adopter un projet de loi pour enlever le serment dans l'avenir. De l'extérieur, on peut se poser la question, Mario, pourquoi ils attendent pas le projet de loi? Il semble y avoir une volonté. On entendait Jean-François Roberge dire le plus vite possible. Bon, ça va dépendre des partis d'opposition et tout ça. Est-ce que ça va pouvoir passer vite ou pas, avant, après Noël? Enfin bref. Mais de l'extérieur, on peut se dire, ben ça semble acquis que ça va arriver. Pourquoi les députés n'attendent pas, les 3 députés? C'est une question de principe, de ne pas être au crochet, finalement, des autres partis. C'est un peu ça? J'ai de la misère à te répondre. Il y a 2-3 explications possibles. Mais d'abord... on va reparler d'eux jeudi. Là. En termes de stratégie depuis l'élection, pour qu'on parle beaucoup du PQ, je veux dire, pour 3 députés, on a parlé d'eux amplement, donc peut-être qu'ils étirent ce plaisir, 1. 2, peut-être qu'ils se disent aussi on veut pas se faire prendre à avoir, parce que probablement que si un projet de loi, il pourrait être adopté, déjà que la session est courte, la dernière journée de la session, ce qui veut dire qu'ils n'auraient pas siégé dans cette session d'automne, ça reporterait leur possibilité de siéger carrément. Ça serait rétro-daté en même temps, donc sur le principe. Ouais, mais ils auraient quand même pas siégé, donc ça reporterait leur possibilité de siéger à la session de printemps, là, qui commence à la fin de l'hiver. Ou est-ce encore que, bon, ils veulent montrer qu'ils combattent le système ou qu'ils ont peur qu'un projet de loi soit jamais adopté? Parce que ça, moi, ce matin, là, j'ai reçu en entrevue le leader parlementaire des libéraux, Monsef Déragi. J'ai posé la question. Là, si on vous arrivait, on vous demandait votre consentement pour une motion d'urgence, quelque chose de rapide pour faire rentrer les députés péquistes à l'Assemblée, est-ce que vous traiteriez ça comme une urgence? Sa réponse, ça a été, M. Dumont, pour nous, au caucus libéral, les urgences, là, c'est les hôpitaux qui sont pas capables de soigner le monde, c'est les palais de justice, ce sont ça les urgences, pas la situation des péquistes. Interprète la réponse comme tu veux. Moi, je l'ai interprété comme quoi le caucus libéral, ce serait pas traité comme une urgence. Donc, ça veut dire que si on n'a pas le consentement unanime, adopter un projet de loi en 4 ou 5 jours, oublie ça, là. Oui. Et tu as remarqué d'ailleurs que Paul Saint-Pierre Plamondon a commencé son point de presse en disant on veut être une opposition constructive, parler des dossiers qu'il voulait mettre de l'avant parce qu'il le sent bien qu'il y a des gens qui les accusent finalement d'être l'expression québécoise boquée sur cette question-là alors qu'il y a bien d'autres problèmes. Mais parce que, Marianne, c'est sûr que le Parti québécois obtient une grande visibilité depuis l'élection. Avec ça, auprès de sa clientèle, des gens souverainistes, évidemment que prêter serment au roi, là, c'est très impopulaire. Donc, il mène une bataille qui a de l'allure. Par contre, les 2 batailles, si tu regardes depuis le 3 octobre au soir, là, où l'élection a eu lieu, le PQ essentiellement a mené bataille sur la question du serment au roi et la question de ses propres budgets et temps de parole. Puis je les comprends, là, c'est pas un reproche. C'est juste qu'il y a un point où, oui, il va commencer à avoir des électeurs qui vont dire, mais là, coudonc, c'est quand est-ce que le PQ va s'intéresser aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, au pouvoir d'achat, au portefeuille, au monde, là, tu sais. Ça, c'est peut-être ça le point sensible qui s'en vient. Mais disons que ça commence sur les chapeaux de roue pour Nathalie Roy, parce qu'il y a cette question-là. Elle va être appelée justement à se positionner. Il y a la question d'Éric Duhaime aussi. Donc, une présidence qui commence, disons, dans des eaux assez agitées. Oui, effectivement. Mais c'est toujours... C'est quand même quelque chose d'être président de l'Assemblée nationale. Là. On l'oublie, mais il y a toujours des chicanes. Et souvent, le plus difficile, c'est sa relation avec le gouvernement. Ce matin, je parlais avec Jean-Pierre Charbonneau en ondes, qui me rappelait à quel point il y a des moments où Lucien Bouchard était furieux contre lui, parce que du côté du gouvernement, on se dit, c'est quand même quelqu'un de notre parti là, qu'on a mis là à la présidence. Or, le président, et d'ailleurs aujourd'hui, Nathalie Roy a reprêté ce serment, qui n'est pas obligatoire, mais depuis Jacques Chagnon, c'est habitué à le prêter. Le président doit non seulement être vraiment neutre, mais il doit même, dans la tradition parlementaire britannique, avoir un petit penchant vers les plus faibles. Donc, surtout pas le gouvernement majoritaire de 90 sièges. La défense des partis d'opposition, la défense, donc, de s'assurer dans une démocratie du droit de parole de l'opposition, etc. Alors, tu sais, on dit c'est un léger penchant, il faut être juste, mais avec un léger pensant pour les plus faibles, pour l'opposition, pour s'assurer que la démocratie soit respectée. C'est ça l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disaient au départ, Nathalie Roy m'a dit une chose à la CAQ, que c'était pas la moins partisane de la gang. Le premier ministre, Mario, a dit qu'elle était pugnace. C'est l'adjectif qu'il a utilisé.
Bien là, il va falloir qu'elle retourne ça. À mon avis, il va falloir qu'elle ait un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et qu'elle prenne quelques décisions. Il va falloir, s'il y a des moments forts, là, à certains moments, qu'elle mette son pied à terre devant le gouvernement ou devant des membres du gouvernement pour faire comprendre à tout le monde qu'elle n'est plus à la CAQ. C'est fini. Elle est une présidente bien installée dans le fauteuil pour l'équilibre, pour la démocratie, le bon fonctionnement de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Oui, la défendresse des droits également. Donc, Mario, Voilà. parlons des taxes à Montréal. Ça fait longtemps, on parle quoi, de plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas vu une augmentation comme celle-là et déjà que les gens en arrachent nécessairement. On voit ça arriver et pour plusieurs propriétaires, là, ça va poser problème là, de voir ces augmentations-là. C'est considérable. Là. Oui, c'est considérable. Le budget de la Ville de Montréal, je pense, va avoir été un choc pour les Montréalais. Et écoute, 4 d'augmentation de taxes dans une année où vraiment, déjà, le coût de la vie augmente. Bon, on comprend d'un côté que la Ville dit, mais nous aussi, on vit l'inflation. Ce qui coûte plus cher, les matériaux, etc. La Ville les paye plus cher aussi lorsqu'elle fait des travaux. On comprend bien ça. Oui. Mais disons que je pense pas que ça va être très, très bien reçu. Moi, je m'attends quand même à une montée d'insatisfaction assez importante à Montréal. Maintenant, les gens de toutes les villes du Québec, préparez-vous. Ça se pourrait qu'on ait cette mauvaise surprise. C'est quand même un rappel là, que notre fiscalité municipale est pas très moderne. Parce que tu vois ce qui se passe, Marianne. Tu as de l'inflation. À Ottawa, ça fait rentrer plein d'argent dans les coffres du gouvernement. Là, même le gouvernement est quasiment en surplus, même s'il avait planifié des gros déficits. À Québec, l'argent rentre dans les coffres, c'est même pas possible. On renvoie des chèques ces jours-ci. On en redonne. Malgré tout, il va rester de l'argent dans les coffres du gouvernement parce qu'ils récoltent des impôts sur le revenu, des taxes de vente, et ces revenus-là sont gonflés par l'inflation. Alors que les villes, avec leurs taxes foncières, n'ont pas tout à fait la même marge de manœuvre. Là. S'ils veulent aller en chercher plus, il faut qu'ils taxent plus le contribuable. Donc, je pense que ça va quand même... Cette année d'inflation va relancer un peu la discussion là, entre les villes et les gouvernements supérieurs sur le partage des revenus et le partage des modes de taxation. Oui, parce que les villes se retrouvent avec l'odieux de devoir augmenter alors qu'ils aimeraient en recevoir de l'autre bord, là. Exactement. Donc, ça va être à suivre, mais la mairesse Plante, je ne sais pas comment ce matin, elle avait son sourire habituel, parlait d'un budget visionnaire, des investissements en mobilité, puis en transport, puis tout ça. Mais j'ai hâte de voir dans quelques jours. Là, j'ai l'impression que on va sentir un mouvement d'opposition assez vif là, dans la ville de Montréal. Oui, on le voit déjà parmi le Vox Pop qui est fait ce matin. Merci beaucoup, Mario.